Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Pour ceux qui auront vu la vidéo Pékin Express, vous saviez déjà que cette vidéo allait sortir aujourd'hui. Et oui, petite vidéo sur Viking Valhalla, série que j'attendais plus ou moins, étant un grand fan de Viking. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre de cette nouvelle série, honnêtement. Du coup, je n'avais pas trop de hype et en même temps, je voulais voir ce qu'ils allaient en faire. Exactement le même état d'esprit que j'ai pour la série du Seigneur des Anneaux, où je n'ai aucune hype. Et en même temps, je vais quand même regarder pour essayer de voir ce qu'ils vont faire de l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc c'est un peu comme ça que j'envisageais cette série de Vikings. Et j'avoue qu'au début, j'avais un peu peur du nom. Et on verra pourquoi dans les défauts. Parce qu'il y a quand même pas mal de bons points, pas mal de défauts. Et on va en parler tout de suite. En plus, je me suis fait toute la série d'une traite. Ce qui est assez faisable tranquillement parce que ça dure 8 épisodes de à peu près 40-45 minutes, par le premier qui dure presque 1 heure. Sinon tous les autres c'est, à part peut-être le premier et le dernier je crois durent un peu pas loin d'1 heure, les autres c'est dans les 40-50 minutes. Donc en vrai ça se fait assez tranquillement. Moi j'ai dû commencer ça le midi, puis je l'ai fini en soirée, mais parce qu'après je suis aussi sorti me promener et tout parce qu'il faisait quand même très beau aujourd'hui. Mais voilà, j'ai quand même pu tout faire en une journée. Et du coup, on va commencer directement avec les bons, enfin plutôt les mauvais points afin de finir la vidéo sur une bonne note. Le premier mauvais point de cette série Viking Valhalla, c'est que l'histoire avance beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, effectivement. Pour moi, c'est un peu comme The Last Kingdom, je sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai pas trop suivi The Last Kingdom parce que je trouve pas ça oufissime. Mais ma mère regardait cette série pendant un temps et du coup, j'ai vu pas mal d'épisodes quand même de la série quand j'allais là-bas. Et, euh, et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui me dérangeait et qui ici me dérange un peu aussi, c'est que les intrigues avancent beaucoup trop vite. Et en fait, c'est ce problème, c'est que, comme je disais, il n'y a que 8 épisodes, mais il y a énormément d'intrigues. Il y en a de partout, et ils veulent tellement tout conclure en même temps que tout va beaucoup trop vite. Genre, quand t'es à Kattegat, t'as le côté des nouveaux qui arrivent et puis qui doivent repartir. T'as le côté Freya qui tue, enfin pas Freya, Freydis qui tue le mec qui l'avait violé. Comme je dis, ça va beaucoup trop vite. La meuf, elle arrive, elle fait tiens, elle explique son histoire. Oui, moi je me suis fait violer, on m'a gravé une croix sur le dos et tout. T'as des bateaux qui arrivent et puis là, oh bah tiens, comme par hasard, le mec qui lui a fait ça, il est là dans le bateau. Dans la soirée, elle se ramène, clac, hop, elle le charcute en lui faisant une croix pour le tuer dans le ventre. Et hop, l'arc déjà terminé. Puis ok, ok, c'est comme ça. Et puis après, elle se fait juger. Donc, alors qu'elle est jugée à Uppsala, du coup, ensuite elle se fait attaquer par un berserker qu'elle va tuer, du coup elle se fait traquer par d'autres gens, et puis elle rencontre l'ancien qui ramène une nouvelle intrigue au niveau d'un assaut sur Kattegat, et puis en Angleterre pareil, t'as plein d'intrigues avec le prince qui va devenir roi, et puis il y a la reine Emma qui est un peu gênante, enfin qui est un peu gênante parce que après t'as Canute qui arrive, qui prend le pouvoir, et puis du coup faut machiner avec les grands chefs, et puis t'as l'intrigue avec le père du coup de Canute qui prend sa place, en plus Canute qu'on ne reverra même pas jusqu'à la fin de la série. Voilà, et puis il y a la femme de Canute qui arrive en Angleterre et puis qui veut prendre le pouvoir, et puis c'est insupportable. Il y a 8 épisodes, mais il y a 1 milliard d'intrigues. Sauf que du coup, ils en mettent tellement qu'ils veulent également les finir. Et du coup, c'est un énorme, énorme bordel. Euh,
Et du coup, bah, on ellipse beaucoup de choses, notamment les voyages ou des choses comme ça qui pourraient être très intéressantes à voir. Et je sais que certaines personnes pourraient dire oui, mais la série fait que 8 épisodes, c'est très court, donc faut avancer. Effectivement. Sauf que la première saison de Viking faisait à peine 6 ou 7 épisodes. C'était encore plus court que ce qu'on a vu là. Et pourtant, la première saison de Viking, on apprend plein de choses, on découvre plein de choses. Pourtant, on a au moins 2 raids, un truc comme ça. Je crois qu'on a 2 raids et une attaque du Jarlborg, un truc comme ça. Enfin, on a quand même beaucoup de choses qui se passent, mais on a beaucoup moins d'intrigues dans la première saison de Viking. On a moins d'épisodes contrairement à là, et il y a moins d'intrigues. On se concentre juste sur on est des mecs qui veulent faire des raids en Angleterre avec le raid de Lindisfarne notamment, et tout ça, et ensuite on est en mode bah voilà, on revient, il y a des enjeux pour aller faire un raid avec le Jarlborg et tout, mais voilà, on en reste là, c'est très léger, il n'y a pas autant d'intrigues qu'un peu plus tard, et ça marche très très bien. Et là, le problème, c'est qu'ils ont voulu raconter beaucoup trop de choses, parce que t'as l'histoire de Freydis, et puis t'as l'histoire de Leif, et puis t'as l'histoire de Harald, et puis t'as tous les trucs avec Olaf qui veut manipuler tout le monde, et puis l'histoire de Emma, et puis l'histoire du Edmund, et puis c'est trop galère et chiant à suivre, quoi. Enfin, c'est pas que c'est chiant à suivre, c'est juste que ben, tu sens qu'il y a tellement de choses à raconter qu'en fait ils rushent tout, et on ne prend pas forcément le temps parfois de se poser pour faire certains trucs qui rendaient parfois la série Viking un peu lente, mais en même temps qui faisait du bien des fois de juste se poser un peu, et puis même parfois de frustrer un peu le spectateur avant une bataille. Ça c'était pas mal, parce qu'en plus dans Viking les batailles sont vraiment géniales. Ce qui en plus est une très bonne transition, parce qu'on va parler des batailles dans les mauvais points. Bah déjà, il n'y en a eu que 2. Alors, c'est pas le problème qu'il n'y en ait eu que 2, hein, voilà. De mémoire, il y a celle avec le pont en Angleterre, au niveau de Londres. Et ensuite, il y a celle à Kattegat dans le dernier épisode. Parce qu'il y a un moment, il y a un début d'épisode où ils sont en train de se battre dans une petite ville et tout, mais bon, j'appelle pas ça une bataille parce que je crois que c'est la fin globalement de ce qui se passe avant, rapidement. Euh, voilà, mais je trouve pas que les batailles soient si cool que ça. Euh, Parce que, bah, pareil, on est vraiment en mode ellipse. Vraiment, on te découpe les trucs, genre la bataille avec le pont. Le principe, c'est de faire sortir les Anglais, ensuite détruire le pont pour que les Anglais ne puissent plus retourner à Londres, et du coup, en étant bloqués, bah, ils peuvent les massacrer. Et du coup, t'as le prince Edmund qui se retrouve coincé devant bah, ce pont qui est cassé, les Vikings derrière lui. Et puis, t'as le roi Canute qui fait hop, ramenez-le-moi. Et puis ça coupe là. C'est terminé, la bataille est terminée. Ok. On voit même pas tous les autres qui sont là-bas en train de se battre, qui sont fait massacrer. Non, on passe directement avec le roi qui court, le bateau qui se fait détruire, et puis. Enfin, le pont qui se fait détruire, et puis hop, on oublie totalement la bataille qui est en train de se dérouler juste devant, quoi. C'est un peu dommage. En plus, il y a un énorme faux raccord, enfin, on peut même appeler ça un faux raccord, c'est que sur ce pont, il y a plein de sortes de mini-tours, quoi. Et sur ces mini-tours, il y a des archers. Des archers qui, au moment où la bataille se lance, n'existent plus. Vraiment, les mecs, je crois qu'ils sont comme ça en train de regarder la bataille, puis se dire bon, on va les laisser se débrouiller. Hein. On est les meilleurs archers du monde, mais on s'en fout, on les laisse se battre. Et le pire, c'est que quand le pont il se casse, là tu les vois en train de tomber à l'eau avec la partie du pont qui te casse, tu te dis, mais c'est quoi cette logique? Les mecs, ils auraient clairement pu tuer plein de vikings sur leur passage et tout. Et non, les mecs sont restés dans leur petit tour à regarder, tranquillou. Vraiment une incohérence totale parce que les mecs, ben, on les a totalement enlevés parce que techniquement ils auraient pu tuer Knut et les gens importants directement. Donc d'un coup on a fait oulala, on a oublié qu'ils existaient. Donc voilà, les batailles pas ouf.
La bataille de Kattegat, pareil, elle n'est pas aussi terrible. Quand on se souvient de la saison 5, où c'est Ivar qui contrôle Kattegat et que t'as Bjorn avec Hvitserk, Harald, la belle chevelure, qui essaye de reprendre la ville. Mais la bataille, elle est magnifique. En plus, ils gagnent même pas. Mais la tentative, elle est tellement belle. Il se passe plein de choses et tout. Alors que là, c'est pareil. Justement, c'est très vite. Et puis, t'as pas vraiment de belles actions de chaque personnage et tout ça. T'as rapidement le petit combat entre Freydis et Kere, un truc comme ça. Là, le chauve. T'as vite fait. Euh, Pas Leaf mais Harald qui combat quelques berserkers. Leaf, tu le vois même pas, enfin si tu le vois un peu dégommer des gens là quand sa copine elle se fait embrocher et puis qu'il est vénère, du coup il dégomme plein de gens. Mais la bataille, je la trouve pas si ouf que ça, quoi. Et c'est vraiment un problème parce que dans Viking, les batailles, elles étaient vraiment cool. T'avais toujours des gens qui étaient mis en avant. Et ça, c'était vraiment bien que là, que tu sois un personnage principal ou secondaire, t'es pas tant mis que ça en avant dans les batailles, donc c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, autre problème, c'est le Jarl Hakon. Je sais que c'est une partie qui peut être mal perçue par des gens. Le problème n'est pas que le Jarl Hakon soit noir ou que ce soit une femme, parce que des Jarls femmes, il y en a très certainement eu à l'époque du Viking. Des femmes qui combattent, il y en a très certainement eu, et on le sait parce qu'il y a eu des ossements retrouvés de femmes avec des choses qui faisaient penser que ça pouvait être une guerrière. Donc, on sait que de moins les femmes guerrières existaient. Des femmes jarls, c'est très certainement sûr qu'il y en a eu. Mais, déjà, dans la logique des choses, avoir une esclave, parce qu'il raconte vite fait son background, comme quoi je crois que c'est ses parents ou un truc comme ça qui sont esclaves, qui ont été ramenés et que son père ou sa mère viking est tombée amoureuse de l'esclave et puis du coup qu'elle est née de cette issue là. Bon, l'histoire elle est très crédible, hein. En soi elle est très crédible, mais est-ce que vous croyez vraiment que les vikings auraient accepté qu'une enfant d'esclave ou qu'un esclave devienne jarl? Déjà c'est pas crédible du tout. Honnêtement, c'est pas crédible. Il y a zéro crédibilité là-dessus. Donc voilà, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'on va le mettre une femme jarl importante, même à Kattegat, qui est une ville qui en soi n'existe pas réellement, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il y a en brochure une partie de la mer dans ce coin-là qui s'appelle vraiment Kattegat, mais une ville qui s'appelle Kattegat, de mémoire, ça n'existe pas. Et du coup, vouloir mettre une jarl comme ça me dérange pas plus que ça. Mais ce qui est problématique, c'est que ce jarl Hakon est inspiré d'un vrai jarl qui a existé, et un jarl qui était un homme. Et ça, dans ce cas-là, du coup, ça me pose problème qu'on ait changé le sexe de ce personnage. Parce qu'elle aurait pu être blanche, ça m'aurait pas dérangé, hein, qu'elle soit blanche, noire, asiatique, je m'en fous complètement. Le problème, c'est que tu ne peux pas prendre un personnage qui soit historiquement un homme et le changer en femme. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Je veux dire, t'as des cas où tu peux le faire, où c'est pas dérangeant. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, notamment dans le film Black Widow. C'était pas dérangeant qu'on transforme le Taskmaster en femme, parce que le principe du Taskmaster, c'est que ce soit une sorte de caméléon. Voilà, parce qu'il est tellement doué pour changer d'identité qu'on ne connaisse pas son identité, que du coup, mettre ce personnage masculin là en femme, c'était pas dérangeant. Mais quand t'as des cas comme là, comme les éternels, où tu transformes des hommes en femmes, alors que dans le cas des éternels, t'as plein d'autres femmes qui sont éternelles. Et le studio, qu'est-ce qu'ils sont dit? Bon, non, on va juste prendre les hommes et les transformer en femmes. Alors que t'as plein de personnages féminins qui n'ont même pas été utilisés. C'est complètement débile. Et là, c'est un peu pareil. Je veux dire,
des personnages féminins qui auraient pu être intéressants, il y aurait pu en avoir plein. Mais non, ils se sont dit on va juste prendre un homme et le transformer en femme. Et ça, c'est vraiment un truc qui me dérange quand c'est fait dans ce cas-là. Parce que des femmes qui ont été importantes, il y a dû en avoir plein en Scandinavie. Alors je vois pas pourquoi on prendrait juste un homme et le transformer en femme. Voilà. Euh, Honnêtement, je trouve ça complètement con. Après, son histoire dans la série est pas dérangeante, j'ai trouvé plutôt cool. Mais c'est le fait de transformer un personnage masculin en femme, ça commence à me gonfler qu'on fasse ça dans le cinéma, dans les séries. Voilà, surtout quand c'est mal fait. Quand c'est bien fait, ça me dérange pas. Quand c'est mal fait comme ça me dérange. Et là, bah, malheureusement, c'était mal fait. Bref. Ensuite, une autre chose, quand on reste là-dedans, c'est les dates qui concernent les personnages. C'est qu'ils n'ont pas forcément tous vécu en même temps pour les personnages qui existent, et ou du moins qu'on sait qu'ils existent. Et ça pose un énorme problème pour ceux qui sont vraiment fans d'histoire. Moi, honnêtement, ça me pose pas réellement un problème parce que ben, je connais pas non plus l'histoire précise de Guillaume le Conquérant ou de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des dates, on n'est pas on n'est pas très très bon quoi. Parce que j'attends que mon truc il se mette, mais au niveau des dates, parce que ça c'est quand même un gros défaut de la série, c'est qu'il n'y a pas de date. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on est. Alors bien sûr, on peut dater quand on cherche sur internet les dates de Leif Erikson, qu'on cherche les dates de Harald, qu'on cherche les dates de Emma de Norvège, ou qu'on cherche les dates de, c'est tout quoi, de Guillaume le Conquérant, puisqu'il est censé être là. Mais voilà, par exemple, les dates de Leif Erikson, 970, sa naissance, et on estime qu'il serait mort vers 1020. Voilà, en plus le mec est censé avoir découvert l'Amérique et tout ça, puis là surtout dans des conflits en Scandinavie, en Angleterre, tu te dis qu'est-ce qu'il fout là quoi. Du coup, les dates de Leif Erikson, donc déjà il est censé mourir en 1020, en sachant que la série est censée à un bout d'un moment faire intervenir Guillaume le Conquérant, qui est censé prendre contrôle de l'Angleterre en 1066. Donc déjà, si à ce moment-là Leif Erikson est encore là, c'est assez problématique dans les dates. Justement, on va regarder vite fait Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant né en 1027 ou 1028 et mort en 1087. Donc déjà, Leif Erikson est censé mourir avant la naissance de Guillaume le Conquérant. Donc déjà, au niveau des dates, on n'est pas très raccord. Voilà. Ensuite, on a Emma de Norvège. De Normandie. Pourquoi je vais... Emma de Normandie, qui est née dans les années 980 ou 990, apparemment ils savent pas trop, et qui serait morte en 1052. Donc pareil, on a des dates assez spéciales parce que quand on compare avec Guillaume, ben, elle est née bien avant notre ami Guillaume. Et voilà, bon, elle est quand même vivante quand lui il est né. Mais si elle est encore en vie dans la série quand Guillaume va prendre le contrôle de l'Angleterre, ça sera pas très cohérent historiquement puisqu'elle sera censée être morte. Et ensuite, je sais qu'il y a un Harald. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un Harald qui, du coup, est censé. C'est lui. Harald Sigurdsson, qui est celui qui normalement va aider Guillaume le Conquérant à vaincre les Anglais. Après, est-ce que c'est celui de la série télé? Je ne sais pas, mais du coup, qui
serait né en 1015 et mort en 1066. Et du coup, après, est-ce que c'est bien ce Harald-là qu'on a dans la série? C'est une bonne question. Mais du coup, comme on peut voir, les dates ne correspondent pas trop entre les personnages et à quel moment ils sont censés être présents. Mais en soi, la série Viking de base ne respectait pas déjà les dates entre les personnages. Là où je veux en venir, c'est que par exemple, Rollo et Ragnar déjà n'ont pas vécu à la même époque et à aucun moment ils étaient frères. Donc on n'est pas surpris que dans ce spin-off, ils continuent à un peu se dire voilà, tout ce qui est date, liens familiaux, on en a un peu rien à carrer et puis on fait un peu ce qu'on peut pour mettre des personnages connus. Voilà. Ensuite, une chose moi qui me dérange, que je ne suis pas très fan, alors c'est pas au niveau de Vikings, c'est vraiment partout, c'est les scènes de cul. Honnêtement, je trouve que ça n'a aucun intérêt pour raconter une histoire. En plus, c'est souvent des scènes où les acteurs sont ultra gênés, parce que nous on les voit, on se dit ouais bon bah, ils font bien leur truc, mais faut dire que quand ils tournent, hein, t'as au moins 30 mecs qui sont là en train de les regarder. En train de filmer, de prendre le son, de machin, ça doit être insupportable de tourner ce genre de choses. Et même beaucoup d'acteurs ou d'actrices le disent que ça fait partie des pires scènes qu'ils ont à jouer quand ils jouent des rôles. Et même dans un récit, une scène de cul, ça sert à rien. Ça sert clairement à rien. Quoi, je veux dire, t'as pas besoin de ça pour montrer que des gens y s'aiment. T'as pas besoin de ça pour montrer que plus tard la femme elle va être enceinte. Enfin, je veux dire, c'est clairement inutile quoi. C'est juste histoire de foutre du nu à la télé parce qu'on sait que voir une femme nue ça fait vendre. Mais c'est tout. Ça sert qu'à ça. Et honnêtement, moi le nu ça me fait chier quoi. Ça sert à rien. Donc voilà. Ensuite, un autre mauvais point, c'est la partie de Freydis. Enfin, une partie de l'arc Freydis que j'aime pas du tout, parce qu'elle arrive, elle se venge très vite. Pour se venger, elle va être punie, du coup elle doit rester sous les ordres du Jarl Hakon pendant que du coup son frère est obligé d'aller en raid, enfin faire la guerre en Angleterre, parce qu'ils appellent pas ça un raid, c'est clairement la guerre, où ils vont faire la guerre en Angleterre, et du coup s'il aide le roi Canute à faire son objectif, et même lui le roi Canute, pour revenir à toute l'histoire, de mémoire, son vrai nom c'est le roi Knut, et pas Canute, mais bon, bref. Parce que au Danemark, de mémoire, quand j'ai fait mes recherches, c'est un roi Knut qui était là à ce moment-là, et pas un roi Canute. Voilà. Et du coup, sur Freydis, ensuite, quand elle reste à Kattegat, le Jarl Hakon lui dit, comme tu crois en nos dieux, mais que je sens que globalement c'est bientôt la fin des païens, je t'envoie à Uppsala, et voilà, comme ça tu pourras rencontrer les dieux, machin, et tout ça. Et du coup, tout ce parcours-là, mais on se fait chier. Tout le moment déjà où elle est prisonnière, entre guillemets prisonnière, parce qu'elle peut quand même bouger comme elle veut, elle est prisonnière mais elle peut faire ce qu'elle veut. C'est un peu chiant. Sous son voyage à Uppsala, c'est chiant. Le moment à Uppsala, c'est chiant. Enfin, tu dis en fait son arc s'est terminé beaucoup trop vite et c'est très dommage parce qu'après bah tu sais pas trop où elle va. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'ancien, que l'ancien lui dit une sorte de prophétie, et puis hop, ensuite elle revient à Kattegat, et puis bon, elle devient une guerrière au bouclier pour défendre Kattegat face à ce jarl chrétien là. Mais voilà, je trouve que voilà, du moment où elle devient prisonnière jusqu'au moment où elle devient une guerrière au bouclier, je trouve que bah, sa partie est très très chiante. Mais voilà, c'est mon avis. Ensuite, il y a dans les mauvais points la façon dont la série est vendue.
et du coup qui moi me faisait très peur sur le nom de la série, parce que la série s'appelle Viking Valhalla. Bon, pourquoi Valhalla? On n'en sait rien. Au pire, ce détail-là, on s'en fiche. Mais le truc, c'est que l'époque viking s'arrête en 1066. C'est ce qu'on m'a appris en cours. Normalement, l'époque viking s'arrête à peu près au moment où Guillaume le Conquérant prend le contrôle de l'Angleterre. Et ensuite, voilà, à partir de là, on considère qu'on quitte l'âge viking pour plus ou moins entrer dans l'âge médiéval et tout ça. Et du coup, appeler une série Viking Valhalla quand on te vend la série, notamment sur certains personnages comme Leif Erikson et tout, et un certain Guillaume le Conquérant, tu te dis, vous avez l'intention de faire quoi avec votre série? Parce que si elle dure plusieurs saisons et qu'au bout d'un moment on dépasse l'année 1066, c'est totalement incohérent d'appeler la série Viking. Parce que à partir de 1066, les Vikings en soi n'existent plus autant en tant que Vikings. Donc voilà, et même de toute façon, appeler des Vikings des guerriers, c'est complètement idiot, parce qu'à la base, les Vikings c'est des commerçants, c'est même pas des guerriers. Ok, au bout d'un moment, ils ont décidé de piller, de faire des choses comme ça. Mais à la base, Viking, c'est un commerçant, un Viking, c'est pas forcément un combattant. Et en plus, ils ont dit le mot à ne pas dire, le mot drakkar, parce qu'il n'y a que les gens sans culture qui ne savent pas qu'on ne dit pas drakkar pour les bateaux. Voilà, vous allez dans un pays scandinave, vous leur parlez de drakkar, les mecs ils vont pas vous comprendre, parce que ça n'existe pas chez eux les drakkars. Voilà. Les bateaux ont plusieurs noms, mais certainement pas drakkar, c'est un mot inventé par un auteur français, mais le mot n'existe pas ailleurs qu'en France. Voilà. Et c'est clairement débile, parce que pourquoi ne pas avoir gardé les noms des bateaux de base, quoi, plutôt que d'inventer le nôtre, voilà, que l'on n'aime pas entendre quand on est spécialiste nordique. Et voilà. Mais du coup, j'avais assez peur. Donc là, pour l'instant, on a l'air d'être quand même quelques années avant la fin de l'ère viking. J'ai cru entendre qu'il y avait déjà 2 saisons de plus qui étaient en préparation. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, on se doute bien que Guillaume le Conquérant va venir et tout ça. Le truc, c'est que une fois que Guillaume le Conquérant a pris le trône d'Angleterre, on peut plus faire grand chose de la série parce que l'ère Viking s'arrête là, quoi. Et du coup, appeler la série Viking Valhalla n'est plus logique. Mais du coup, c'est pas trop ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, Guillaume n'est pas encore apparu. Et ça reste un problème, un défaut, parce que partout où vous allez, quasiment, si vous tapez Viking Valhalla, dans quasiment tous les sites, la plupart, vous dites ça va être une série qui va vous parler de Leif Erikson, de Harald et de Guillaume le Conquérant. On vend une série sur le nom de Guillaume le Conquérant, alors qu'on ne voit même pas Guillaume le Conquérant. Je crois qu'il a été mentionné une fois dans la série, de mémoire, mais à 0 moment on voit Guillaume le Conquérant. Du coup, je trouve ça complètement débile de vendre une série sur un perso qu'on ne voit pas du tout. Voilà. Après, c'est mon avis. On sait très bien qu'il va apparaître plus tard, mais ne balancez pas son nom maintenant, quoi. Au bout d'un moment, arrêtez de dire que ça va être une série qui va tourner sur Guillaume le Conquérant, alors que dès la première saison, il est même pas là. Voilà. Alors certes, quand Emma doit aller en Normandie, on se dit ouais, trop cool, on va enfin voir Guillaume. En fait, non, c'était juste un bluff, et puis elle a pas du tout remis les pieds en Angleterre, pas du tout remis les pieds en Normandie. Donc voilà, je me demande bien comment Guillaume va être introduit dans la série. Bref. Et le dernier mauvais point, ce sont les acteurs et les actrices. Non pas qu'ils soient mauvais, mais ça manque cruellement de charisme. Ça manque cruellement de gens un peu spéciaux. Je veux dire, on n'a plus de personnages mythiques comme Floki, voilà, ce genre de personnage un peu
un peu bizarre, à fond sur la religion païenne et tout, avec toutes ces mimiques un peu. Alors peut-être que des gens ont dit oui, mais ça ressemble trop, mais avoir un personnage comme ça aurait été génial. Et du coup, des persos, ben, on en a plus des trucs comme ça. Et un mec avec le charisme de Ragnar Lodbrok, avec les discours de Ragnar Lodbrok, ben, ça n'existe pas dans cette série. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. À aucun moment, il y a eu un putain de discours, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, j'ai des frissons et tout. Non. Quand Ragnar il faisait des discours, là oui, j'avais des frissons, c'était incroyable. Et là, j'avoue que rien, quoi. Il y a juste un petit discours de Canute qui est plutôt pas mal, mais à part ça, enfin, ça m'a pas non plus secoué, mais voilà, c'était moyen, quoi. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire, par quoi ça manque de personnages en termes de jeu, pas forcément de jeu, mais en termes de construction plus intéressant et, euh, et surtout d'avoir un des persos charismatiques, ça aurait été vraiment cool parce que ça manque cruellement de charisme quoi. Et ça vient surtout d'une certaine manière des acteurs parce que c'est vrai que comme l'a dit Dirty Tommy, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert que la série était sortie, Dirty Tommy qui est un critique de cinéma pour ceux qui ne le sauraient pas, et en fait comme il le dit, le gros problème dans cette série au niveau des acteurs, c'est qu'ils ont pris que des beaux gosses, quoi. Surtout pour les persos principaux. C'est vrai que vous regardez les mecs principaux, c'est que des beaux gosses. Vous regardez les filles, pareil. Les deux filles principales, Freydis, elle est magnifique. En plus, moi j'aime bien ce qu'elle me fait un peu penser physiquement quand elle a les cheveux attachés, un peu le visuel de Elle Fanning. Mais en plus, Frida Gustafsson, qui est l'actrice, on la connaît tous. Je vous mettrai une photo, mais à la base, elle était mannequin. Moi, je la connais quand elle était mannequin, et notamment elle jouait dans les pubs de Nina Ricci. Et c'est très drôle de dire qu'une fille qui a fait ce genre de choses il y a plusieurs années, aujourd'hui est en train de jouer les Vikings, qui en même temps n'est pas étonnante parce qu'elle est suédoise, donc elle est un peu dans son truc. Et même Emma de Normandie, elle est incroyablement belle, et bon, elle est allemande. J'ai regardé si c'était une actrice de chez nous. Non, c'est une allemande. Ça n'a rien à voir, mais voilà, ils ont pris une allemande pour faire une normande. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que tous les personnages sont beaux, sont même trop beaux. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve qu'ils ont tellement misé sur le visuel des personnages qu'ils ont oublié d'avoir des persos qui soient également charismatiques. Voilà. Et c'est un peu problématique. Ensuite, on va revenir sur les bons points. Et pour les bons points, on ne va pas quitter les acteurs et les actrices. Parce qu'effectivement, même si ça manque cruellement de charisme, que tout le monde est très beau ou très belle, eh ben, ils font leur taf quand même. Hein. Vraiment, ils jouent très très bien leur truc. On n'a pas l'impression quand on regarde, même si c'est un spin-off et que Viking a mis la barre très haute, on a quand même des acteurs qui arrivent à tenir la barre de Viking, quoi, à se dire voilà, on est dans un spin-off d'une série ultra populaire et pourtant on arrive quand même à avoir des acteurs pas connus, enfin du moins moi j'en connais, à part Frida Gustafsson, je connaissais personne, et pourtant ils m'ont fait vivre une belle aventure. Ils jouaient tous très bien. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toutes ces mimiques, tous ces regards noirs que pouvait nous sortir Ragnar à l'époque, ou tous ces sourires un peu narquois ou provocateurs. Voilà, c'est sûr qu'on n'a pas les palettes d'acteurs de Travis Fimmel ou de Alex Anderson qui jouait Ivar le Désossé, le Désossé. Et voilà, c'est un peu dommage, mais en attendant, ils sont quand même tous très bons, ils font tous bien leur travail, et j'ai hâte de voir la suite de leurs aventures. Donc vraiment, pour des acteurs que je ne connaissais pas, alors que c'est vrai qu'habituellement j'ai plus de facilité à suivre une aventure quand il y a au moins un ou deux acteurs que j'aime bien,
Voilà, bon, comme je disais, je connaissais déjà Frida Gustafsson, mais je la connaissais en tant que mannequin, je la connaissais pas en tant qu'actrice, donc je savais pas ce qu'elle vaudrait, mais finalement, c'était plutôt une bonne actrice, hein. Voilà. Ensuite, en autre bon point, c'est les rapports à Viking, parce que même si on est dans un spin-off, on est 100 ans plus tard environ, et du coup, il y a plein de il y a plein de clins d'œil, notamment la mention de certains personnages qui sont Ragnar, Ivar, Bjorn Côte de Fer, Rollo. Et du coup, on va également voir Kattegat, puisque beaucoup de choses vont se passer à Kattegat. On voit également l'ancien, là, qui annonce des sortes de prophéties et tout ça. Et on a également des passages qui rappellent énormément des choses qu'on a vues dans Viking. Et j'en ai noté 3. Il y a le sacrifice à Uppsala. Effectivement, dans la saison 1, il y a un des potes de Ragnar qui va décider de faire partie des sacrifiés pour les raids. Et ici, quand je crois que c'est Kale ou Kane, Kare, comment il s'appelle le méchant? Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais le chauve avec la grosse barbe. J'ai oublié son nom. Je crois que c'est Kale. Et enfin, techniquement, ce serait même plus un Okole. Mais voilà. Et quand lui, il vient à Uppsala, il a des souvenirs de sa jeunesse et on voit que son frère a été sacrifié et qu'en fait c'est pour ça qu'il déteste les païens et qu'il est devenu chrétien parce il trouvait ça beaucoup trop violent quand il était enfant de voir son frère être sacrifié sur l'autel pour des cultes païens. Autre chose, c'est la rivalité entre frères, là où avec Viking, on avait Rollo et Ragnar qui au bout d'un moment se sont mis à se détester, Rollo allant du côté de la France et Ragnar restant chez les Vikings, du coup créant une grosse rivalité entre les deux frères et notamment des scènes qui sont magnifiques quand Ragnar revient à Paris pour se venger. Et on a également la fameuse scène où ils sont sur la mer, où forcément quelqu'un va douter des compétences de Leif Erikson, et qui du coup, Leif Erikson va devoir buter cette personne-là. Et on avait déjà eu ça dans Viking, dès le tout premier épisode ou le deuxième épisode, par exemple quand ils sont en mer pour l'Angleterre, quelqu'un va le remettre en cause, dire que c'est Loki qui le contrôle pour les emmener à la mort et tout ça, et du coup Ragnar va buter le mec, et puis voilà. Donc on a quand même des petits clins d'œil à la fois qui sont envoyés directement en balançant des noms, des lieux ou des personnages qui reviennent, ou en montrant un peu indirectement les choses grâce à des scènes qui rappellent très fortement des choses qu'on avait déjà vues dans Viking. Voilà. Notamment même une coupe de cheveux, je crois, de Freydis ressemble beaucoup à l'une des coupes de cheveux qu'avait eu Lagertha dans Viking. Ensuite, on peut dire que c'est également une série qui est très prenante. Comme je disais, c'est des acteurs que je connais pas, j'ai toujours un peu de mal à m'investir avec des acteurs que je ne connais pas, et pourtant, comme je vous l'ai dit, les 8 épisodes, je les ai mangés d'une traite. Si on enlève ma petite pause que je me suis fait pour aller prendre l'air, j'ai tout bouffé d'une traite, en une journée. Et pour ça, c'est quand même la série est bonne. Si la série ne m'avait pas plu, qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour me maintenir devant l'écran, j'aurais très vite laissé tomber. Et puis, enfin, j'aurais pas laissé tomber parce qu'il aurait quand même fallu que je fasse la vidéo, mais j'aurais sûrement pris beaucoup plus de temps. Alors que là, j'étais vraiment à fond dedans. En fait, c'est ce qui est assez étrange, c'est que la série n'est pas de la qualité de Viking. Mais en même temps, on est pris dans toutes les histoires, on s'attache aux personnages et tout ça. Et du coup, on est vraiment à fond dedans. Et surtout, une chose qui fait que moi, je serai encore plus pris dedans, et là, c'est très personnel, et je pense que ce sera très personnel pour certains spectateurs, si on peut dire ça comme ça, de la série, c'est qu'à partir du moment où Guillaume va intervenir, c'est qu'on va pas le faire intervenir directement en Angleterre. Il devrait apparaître sur ses terres en premier. Et ces terres, c'est quoi? C'est la Normandie. Et moi, comme le maître d'Anacalypsie, on est né en Normandie. Donc là, on va mettre en avant
un personnage de notre histoire, de l'histoire de notre région. Et ça, forcément, ça va encore plus nous, euh, nous maintenir devant l'écran. Bon, moi je fais pas partie de ces gens qui idolâtrent Guillaume le Conquérant, parce qu'il a quand même fait des choses qui étaient un peu limites. Voilà, donc pour moi, je trouve ça cool qu'il soit un des rares mecs à avoir, même s'il a eu l'aide des Vikings, à avoir détruit l'Angleterre, à avoir soumis l'Angleterre en venant d'un petit territoire comme le nôtre. Mais en même temps, avant ça, il a fait des choses qui étaient pas cool, surtout dans le territoire où nous on est né avec mon frère. Parce que là-bas, dans la Manche, il y avait encore pas mal de païens, et puis je peux vous dire que Guillaume, il n'aura pas fait du bien pour les christianiser. Donc, voilà. Et du coup, j'ai très très hâte de voir comment la Normandie de l'époque va être représentée à l'écran. Bon, on se doute bien que ça va pas être l'endroit où nous on vit, parce que on est né dans la Manche, on a grandi dans l'Orne, et maintenant on vit dans le Calvados depuis au moins 10 ans. Donc voilà, en sachant que la Normandie de l'époque, c'était surtout la Haute-Normandie. Donc voilà, Guillaume qui est né quand même à Falaise, donc Falaise qui est dans le Calvados, mais qui est mort ensuite à Rouen. Du coup, Rouen qui lui est en Haute-Normandie. Donc effectivement, on verra peut-être un peu de Calvados, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas, j'ai hâte de voir son histoire et hâte de voir comment la Normandie de l'âge viking va être représentée. Vraiment, c'est quelque chose que j'attends énormément maintenant que j'ai vu ce qu'ils peuvent faire, parce que le point suivant, c'est le visuel. Parce que visuellement, même si, comme je disais, on va beaucoup trop vite, ça manque un peu de voyage, de choses comme ça, du peu qu'on en voit, c'est très très beau, les paysages, ils sont magnifiques. De ce que j'en crois de Dirty Tommy, apparemment les paysages tout ça seraient réels. Apparemment, il y a très 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 peu de CGI dans la série. De ce que j'ai cru comprendre, ils tournent vraiment dans les vrais lieux où ils sont allés et tout. De tout ce qu'on voit apparemment sont des vrais endroits, ou des endroits reconstruits peut-être, ou des choses comme ça. Mais il y a très très peu apparemment de scènes avec du fond vert. Et ça c'est génial. Et en plus, tout ce qu'on voit, c'est magnifique, c'est très très beau. Que ce soit au niveau des paysages, même si on n'a pas des paysages de fou, ça reste quand même des très beaux paysages, des belles structures et tout. Les décors, ils sont très très beaux, vraiment. Moi qui adore l'époque médiévale, enfin qui adore l'époque médiévale, mais l'époque viking est pas mal non plus. Mais du coup, je trouve ça hyper stylé. Les tenues sont hyper stylées. Les épées ou les armes sont plutôt cool aussi. Notamment l'épée de Freydis, elle est hyper magnifique avec les runes dessus là, elle est super belle l'épée de Freydis. Et vraiment, quand on voit tout ce qu'ils sont capables de faire là, mais je me dis, comment est-ce qu'ils vont faire la Normandie avec tous les moyens qu'ils ont, tout ce qu'ils ont déjà pu donner. Je me dis, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de chez nous, quoi. Ensuite, deux choses que j'ai beaucoup aimé, c'est les duels. Alors comme je vous ai dit, les batailles, je les ai pas trouvées très bien, mais les duels, dès qu'on a que deux personnes qui s'affrontent, je trouve que là d'un coup c'est beaucoup mieux. Parce qu'on prend plus de temps pour chorégraphier le combat et tout ça, notamment quand Freydis ça passe son épreuve pour devenir une guerrière bouclier. Et là, elle est toute seule, et puis elle doit affronter quelques guerrières et tout. Et je trouve que ça marche très bien. Bon, le combat contre le méchant à la fin, je trouve qu'il est un peu expédié, mais il fonctionne très bien. Je veux dire, on prend beaucoup plus de temps à montrer les choses, à chorégraphier les combats, chose que l'on ne fait pas pendant les batailles. Et ça, c'est très dommage, parce que c'est ce qu'on aimerait voir pendant les batailles. Voilà, donc j'espère que là-dessus les batailles vont s'améliorer par la suite, mais effectivement dès qu'on a un petit duel ou une personne comme Lee, enfin bon, qui combat 3-4 personnes ou des choses comme ça, là on a quand même des belles chorégraphies. Par contre dès qu'on est en mode bataille, bon bah là c'est un peu le foutoir, honnêtement j'aime pas trop comment sont filmées les batailles, mais
dès qu'il y a peu de personnes, je trouve ça très très bien foutu. Ensuite, le dernier point, c'est que comme dans Viking, on retrouve certaines choses qui font la force de Viking, c'est tout ce qui est enjeu politique. Là, on a beaucoup d'enjeux politiques autour de la Norvège, autour du Danemark, autour de l'Angleterre. Voilà, avec Knut, enfin Canut ici, mais je suis en train de me souvenir que normalement il y a bien un Knut qui a été roi de Danemark, roi de Norvège et roi d'Angleterre, donc techniquement ça devrait être Knut et pas Canut. Il faudrait voir les noms qu'il y a sur la VO, ce serait pas mal, parce que moi je l'ai vu en VF. Mais du coup, on a beaucoup d'enjeux politiques qui tournent sur le fait, bah tiens, si je fais pas ci, bah, je peux perdre la Norvège, et puis moi je veux devenir un roi de machin, puis voilà, t'as les deux frères, Olaf et Harald, qui veulent tous les deux être rois de la Norvège. Voilà, ce qui est un peu le bordel. Euh, Pareil en Angleterre, c'est un peu le bordel avec tous ceux qui veulent contrôler le pays. Bon, le Danemark, tout le monde a l'air de s'en foutre un peu, c'est n'importe quoi, mais tout le monde a l'air de se foutre complètement du Danemark. Mais en tout cas, niveau enjeu politique, bah, je trouve ça très intéressant. Voilà, notamment c'est rempli de négociations, il y a des négociations de partout. Alors j'ai pas trouvé qu'il y avait des négociations aussi cool que dans le prochain Viking, enfin dans le premier Viking. Notamment, il y a une négociation que j'adore, qui est juste avant la bataille au milieu de la saison 5. Notamment cette fausse négociation où Ivar fait semblant de pardonner à Ube et tout. Et vraiment, j'adore cette scène, elle est incroyable et qui marque vraiment une rupture entre Ivar et ses autres frères. Enfin, à part Vitserk qui le suit, mais voilà, surtout avec Ube et Bjorn. Et bon, on n'a pas eu de truc de négociation dans ce style-là, mais voilà. On a quand même ces choses-là. Et pareil, on a toutes ces préparations de bataille, pareil, qui sont un peu expédiées, mais qu'on a quand même avec la réflexion sur des stratégies et tout ça. Je trouve ça plutôt intéressant parce que ce qui faisait la force de Viking, même si Viking prenait un peu plus leur temps là-dessus, que là ça va un peu vite, et notamment, je me souviens enfin d'un extrait de quelque chose qui va beaucoup trop vite. Notamment à un moment, il y a Emma, la reine d'Angleterre, qu'ils appellent tous Emma de Normandie. Emma a dit à un moment à Canute, oui, j'ai un problème, c'est que mes fils sont en danger, il y a quelqu'un autour de cette table qui les a enlevés, mais je peux pas dire qui c'est parce que sinon ils vont se faire tuer, machin. Et du coup, Canute, tu dis, bon bah, tant pis, mais enfin, tant pis. Tant pis pour la personne qui a fait ça, mais on va les retrouver, vos enfants. Du coup, t'as Harald qui va en prison, qui va voir, je sais plus quand il s'appelle, putain, comment il s'appelle lui, le mec en gros qui manipule un peu tout le monde en Angleterre, hein, qui a tué Edmund et tout ça. Et ce type-là, on lui demande du coup de retrouver les enfants de la reine Emma. Et du coup, il refuse parce qu'il dit oui, toi t'as pas de parole, machin. Du coup, c'est le roi Canut qui arrive, fait moi ma parole, est-ce qu'elle a de la valeur? Il doit dire un truc comme ça. Le mec il fait ok. Et vraiment, la scène juste après, tu le vois sauver les enfants de Emma et revenir. Et tu te dis comment, pourquoi, comment tu sais que les enfants ils sont là? On sait rien de comment il a fait pour retrouver les enfants. On sait qu'ils sont dans le marais parce qu'il va dans le marais et puis il les retrouve comme ça directement. Le mec il a été enfermé dans un cachot pendant on sait pas combien de temps. Il en sort, il trouve déjà les enfants comme ça. Ok. C'est comme Harald. À un moment, je sais plus pourquoi, il recherche quelqu'un qui sait où est le trésor de l'ancien roi d'Angleterre là, qui est décédé. Et pareil, en 5 minutes, il arrive, hop là, clac, il arrive en mode hey, je t'ai retrouvé Emma, j'ai besoin de toi. L'autre a fait bah, comment tu m'as trouvé? Oh bah moi je venais dormir là chez mon frère de temps en temps quand j'étais petit. Ok, mais comment tu savais qu'elle était vraiment là à ce moment-là? Enfin bref, c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas ce genre de passage où on essaye de rechercher de l'information
pour vraiment faire avancer les choses, c'est qu'on a vraiment cette sensation que ça va vite. Ça va très vite. Tu dis, bon, bah l'autre, ses enfants, on sait qu'ils ont été enlevés, on va pas non plus se faire chier à trop passer de temps dessus, on va directement les sauver, et puis voilà. Et ça, c'est des choses qui, honnêtement, m'ont un peu dérangé, parce que ça accélère un peu trop le récit, et ça peut donner des incohérences pour ceux qui ne réfléchissent pas à comment est écrit la série. Il y en a qui vont juste dire, ok, le mec est sorti de son cachot, il sauve les enfants directement, alors qu'il sait pas où ils sont, machin. Et il y en a qui vont juste sûrement descendre la série pour des passages comme ça. Alors que c'est clairement juste qu'il y a des ellipses de malades dans cette série. Bref. Pour conclure, de manière globale, la série reste quand même une très bonne série. Bien sûr, elle n'arrive pas à la cheville de Viking, mais ça reste quand même une très bonne série. Honnêtement, j'ai passé un très très bon moment devant. Je me suis bien amusé. Et en plus, c'était quand même assez violent à certains moments. Voilà, il y a eu quand même quelques décapitations, des choses comme ça, donc c'était vraiment pas mal. Et, euh, et vraiment, il y a des personnages que j'ai adoré suivre. Vraiment, le livre, je l'aime bien. Harald, ça doit sûrement être un de mes personnages préférés de cette série pour l'instant. Freydis, j'aime beaucoup également Freydis, même si j'aimerais que son personnage n'ait pas eu tout ce passage très chiant avec les berserkers et tout. Et j'aime beaucoup également Emma de Normandie. Personnage que je m'attendais pas du tout à apprécier au vu de comment on la décrivait dans Titomi. Et au final, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est très intelligente, très stratège et tout ça. Et pour l'instant, elle a réussi à survivre en parvenant à ses fins, en récupérant le trône d'Angleterre. Donc, plutôt stylé la fille. Et voilà, donc pour l'instant, on va dire que les 4 persos principaux, plus ou moins, ben, j'aime beaucoup ce qu'ils sont. Et j'ai très hâte de voir la suite. Et j'ai surtout très hâte de voir Guillaume arriver. En espérant également de savoir comment il sera appelé dans la série, notre ami Guillaume. Parce que en France, on l'appelle Guillaume le Conquérant, mais en Angleterre, il ne s'appelle pas Guillaume. En Angleterre, il s'appelle Robert. Robert ou Richard, un truc comme ça. Je vérifie 2 secondes. Mais un truc est sûr, c'est qu'en Angleterre, il n'a pas le même nom qu'en France. Du coup, à savoir si dans la série, ils vont faire le choix de prendre le nom français ou de prendre le nom anglais. En sachant que comment dire, sur la VF, ils vont sûrement l'appeler Guillaume, ce qui serait le plus logique. Mais alors parce que là on nous dit Guillaume le conquérant, Guillaume le bâtard, donc il est bien né à Falaise, donc moi je suis pas tombé dessus. Roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume Ier de 66 à sa mort. Ok, donc Robert le Magnifique c'est son père. Il est inhumé à l'abbaye aux hommes de Caen. C'est stylé. J'aime beaucoup le style qu'a l'abbaye en France. Mais ouais, il ne montre pas son nom. C'est dit qu'en anglais, ce serait William au lieu de Guillaume, mais je sais qu'il se fait pas appeler vraiment William là-bas. Il a vraiment un autre nom. J'arrive pas à me souvenir de c'est quoi. Mais là-bas, ouais, ouais. Ah non, c'est pas Harald, c'est Harold, le viking. Du coup, on nous dit pas comment il se fait appeler. Guillaume voit son fils aîné, Robert. Robert, putain, qu'est-ce que c'est moche comme nom. La Normandie, l'Angleterre sous Guillaume. Bon, on verra ça plus tard. Origine du nom Guillaume le bâtard, je m'en fous.
La littérature, nanana, on s'en fiche un peu aussi. Si je mets la page en anglais, qu'est-ce qu'on va trouver? Non, ça vraiment. Voilà, ils mettent William le bâtard, William le conquérant, William le bâtard. Ça me paraît bizarre parce que je sais qu'il. William est le fils de Robert Ier de Normandie. Il est marié à Mathilda. Ouais, pareil, là il l'appelle Mathilda alors que normalement c'est juste Mathilde, la reine Mathilde, bref. Donc au niveau des noms, pareil, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on va mettre les noms anglais parce que la série est quand même créée par à la base par des Canadiens, je crois que c'était Canadiens, anglophones et norvégiens, un truc comme ça, la série Viking. Donc est-ce que ils vont prendre du coup des noms anglais en sachant que ce sont des Britanniques qui créent la série, ou est-ce que pour la version française ils vont faire l'effort de mettre les noms français en mettant Guillaume et la reine Mathilde plutôt que William et Mathilda. On verra bien quand ça sortira. Bref, du coup, après avoir vu cette série, beaucoup d'attentes sur la saison 2, voir ce qu'ils vont en faire au vu de la fin, puisque à la fin, on a Sven, le père de Canute, qui arrive avec une centaine de bateaux à Kattegat pour se venger de la trahison de Olaf, le frère de Harald. Et du coup, j'ai assez hâte de voir ça. Bref, surtout qu'on va sûrement redébuter la série sur une bataille ou des règlements de compte, et ça peut être vachement cool à voir. Et puis tout le reste tout le reste qu'ils vont nous raconter aussi, s'ils restent dans le même style d'écriture, même si ce serait bien limite qu'ils nous fassent 10 épisodes au lieu de 8, mais qui prennent un peu plus leur temps et arrêtent d'expédier un peu certaines intrigues. Voilà. Donc c'était ma review sur Viking Valhalla. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé. Et puis on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr je ferai un petit retour sur la saison 2 quand elle sortira. Du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.